gens, oui. J'ai tué des gens. C'est pas que je regrette pas. Je pense que moi et tous mes camarades qu'on fait ce que je fais moi, on l'a fait par devoir parce qu'on avait un danger autour de notre famille et de notre peuple, le Pied Noir, qu'on était en Algérie. Nous avons fait ce que nous avons fait, ce que nous devions faire pour défendre. Parce que nous étions dans un quartier très difficile. Il n'y avait qu'une avenue qui traversait si on coupait cette avenue, c'était l'avenue de Tlemcen. Les autres quartiers isolés du centre-ville. Il fallait maintenir cette voie. Je me souviens, par exemple, ce qui était terrible pour moi, c'est que j'entendais par exemple des civils, pieds noirs comme moi, qui étaient tout acquis à notre cause, alors que je fuyais après avoir fait quelque chose, on me criait assassin. C'était terrible. Moi qui ai tant payé le prix, enfin ma famille a tant payé le prix de l'Algérie. Et j'ai entendu des pieds noirs comme moi me crier assassin. Ça c'est... mais on ne savait pas, parce que c'était les premiers attentats, je dirais, à l'Algérie française, car nous venions de subir pendant 6 ans les attentats du FLN. Alors c'est pour ça qu'il faut mettre les choses à la juste place. C'est que pendant 7 ans, on s'est fait massacrer, et nous, pendant 1 an, on a rendu un peu. Je dis un peu parce que c'est complètement disproportionné les gens qui ont été tués par l'OS par rapport aux gens tués par la FLN. OAS, Organisation de l'armée secrète. 3 lettres qui résonnent comme un tabou, peut-être un des plus douloureux de notre histoire coloniale. En 1961, les Français vont déclencher une terrible guerre civile en s'opposant à l'indépendance de l'Algérie. Durant 2 ans, elle fera vaciller la République. L'histoire de l'OAS, c'est la face cachée de la guerre d'Algérie. Une histoire encore interdite, celle des perdants. Ce film donne pour la première fois la parole à ces hommes de toutes origines et de toutes conditions qui firent le choix de l'OAS par désespoir ou par aveuglement. Celui qui fut l'idéologue de l'OAS s'appelle Jean-Jacques Suzini. Il dirige aujourd'hui une entreprise de sécurité après avoir passé plusieurs années en prison. Nous sommes retournés avec lui à Madrid, sur les lieux où fut créé l'OAS, en 1961. Vous pensez que c'était à quel étage? 14e. C'est dans Tours que s'est constituée, début 1961, l'organisation de l'armée secrète. Nous avons ici décidé de créer une organisation de résistance après avoir hésité sur le nom à lui donner. Pour ma part, j'avais songé à l'armée secrète, c'est-à-dire à cette organisation, l'AS, qui avait pour la première fois fait participer l'armée de Vichy à une action de résistance anti-allemande. Et puis Pierre Le Gaillard voulait faire preuve peut-être d'un peu plus d'originalité, et il a ajouté aux 2 lettres de l'armée secrète, de l'AS, la lettre O qui signifiait organisation. On vous disait d'extrême droite, on disait salon républicain et de gauche, c'est quoi le projet politique? Mais je crois qu'à partir du moment où le combat pour l'Algérie française s'intensifie, on ne peut plus parler de projet politique précis. Pas plus que dans la résistance, on ne pouvait parler de projet politique précis. La résistance a regroupé toutes sortes de gens, d'abord appartenant à la droite dans les années 40, puis après l'attaque de l'URSS par l'Allemagne nazie, de communistes. Mais il y avait quand même un projet fondamental qui était la libération du territoire national. En Algérie, nous nous retrouvons dans des circonstances très voisines, très semblables. Les options politiques des uns et des autres, quelles qu'elles aient pu être, s'effacent devant la nécessité de sauver la terre d'Algérie, terre sur laquelle nous étions nés. Les Pieds Noirs étaient arrivés dès 1830. Ils vinrent s'installer par vagues successives, fuyant souvent la misère ou l'oppression.
comme les déportés de la Commune après 1870 ou les républicains espagnols après 1938. Il y avait aussi des Italiens, des Corses, des Grecs ou simplement des Français de métropole. Ils avaient plutôt le cœur à gauche. En 1954, ils étaient plus de 1 million. Beaucoup ne connaissaient de la France que les 12 départements d'Algérie. Pour eux, comme pour la grande masse des hommes politiques français, pour Mendès France ou Mitterrand, l'Algérie c'était la France. Ils n'avaient pas conscience pour la plupart du fossé qui se creusait avec la communauté musulmane. Celle-ci n'avait qu'un droit de vote extrêmement limité et un accès contrôlé à certains métiers. Seuls certains Français se rendaient compte de l'évidence de ce clivage. Le racisme pied noir est un racisme spécial, c'est un racisme à la fois très violent et, si le mot n'était pas ridicule, très amical. Ils cohabitaient avec, ils vivaient, les gens dans la ferme, les fermes, on vivait avec. Le rapport n'était pas uniquement d'hostilité, il était d'un mélange de paternalisme, de mépris, d'affection, un peu le mélange qu'on a. Écoutez, les nounous étaient arabes, donc à beaucoup d'égards. Oui, c'était très bizarre, si vous voulez. Puis en même temps, civiquement, il y a la fin de non-recevoir, ça devait être comme ça pratiquement pour l'éternité. Cette population était dans un statut historique totalement ambigu, qu'ils n'étaient pas des Français comme les autres, parce que beaucoup d'ailleurs ne connaissaient même pas la France de ces Oranais qui n'étaient jamais venus, qu'ils n'étaient pas non plus des gens qui avaient montré qu'ils pouvaient s'entendre avec les musulmans, c'était pas possible, ils en avaient eu toutes les occasions en un siècle, ils les avaient toutes refusées. Rappelez-vous les accords Blum-Violette en 36 et 37, à aucun moment il n'y a eu aucune concession qui était faite, donc c'était impossible. Bref, c'était une structure de vie coloniale, il n'y a pas d'autre mot, et le temps du colonialisme était dépassé. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Empire français est en pleine déliquescence. L'Indochine est abandonnée dans le déshonneur par les militaires. Le Maroc et la Tunisie accèdent à l'indépendance en 1956. Et beaucoup de pieds noirs, viscéralement attachés à l'Algérie française, craignent alors que ne vienne bientôt leur tour. Mon pays, la France, c'est passé avant. Ma façon de respirer. Vous savez qu'il y avait certaines personnes, même des gardiens de prison modestes, quand ils entendaient la Marseillaise, ils pleuraient. C'est-à-dire, mon père a fait 14-18, il a fait chemin des dames et tout. Il a toujours abhorré ses décorations. Bon, Guillermin avait abhorré ses décorations, nos enseignants, notre clergé, c'est pas celui qui est ici, et il était plutôt patriotique. Alors, toujours on entendait, quand la France perdait une bataille, on avait tous mal au cœur, on pleurait presque, et quand elle gagnait une bataille, on était toujours content. Donc on aimait la France au-dessus, elle était plus royaliste que le roi. On aimait la France au-dessus de nos moyens. C'est en novembre 1954 qu'avait démarré l'insurrection algérienne. En août 1955, 71 Européens sont tués dans le Philippe-Villois, à l'est d'Alger. Un massacre qui marquera la population pied-noire, qui désormais n'ose plus s'aventurer hors des villes. J'avais un oncle, et il avait un emploi dans le transport de camions frigorifiques, il faisait Rouen-Colomb-Béchard. Et sur la route de Dublinon, un jour, il a été arrêté par un barrage du FLN, ils ont brûlé le camion et ils l'ont tué. J'ai posé la question aux gendarmes, j'ai dit bon, voilà, je suis le neveu de M. Cormier, etc. Est-ce que vous avez arrêté les auteurs de l'attentat? Il me dit, M. Molina, c'est pas possible. Il m'a dit, ce sont des gens, ce sont des bergers. Il dit, ils enterrent les vêtements militaires et les armes, et quand ils doivent faire un attentat, ils déterrent, ils s'habillent en militaire, ils font le barrage, ils tuent les gens, ensuite ils reviennent, ils enterrent de nouveau